Chapitre 26 sur l'expérience de l'étreinte. Plusieurs auteurs ont jugé significatif le sérieux qui envahit les amants dans les moments de l'union corporelle. Alors, toute plaisanterie, toute frivolité, toute galanterie creuse, toute fadeur sentimentale disparaissent. Le libertin et même la prostituée, lorsqu'elle n'est pas anesthésiée par un régime de prestations passives et indifférentes du début à la fin, ne font pas exception à la règle. Quand on aime, on ne rit pas, peut-être sourit-on à peine. Dans le spasme, on est sérieux comme dans la mort. Toute distraction cesse. Outre le sérieux, l'étreinte implique un degré particulièrement élevé de concentration, même s'il s'agit souvent d'une concentration obligée, imposée à l'amant par le déroulement même du processus. C'est pour cette raison que toute chose qui l'en détourne peut avoir sur lui un effet immédiatement inhibitoire sur le plan érotique, et même un effet physiologiquement inhibitoire. Sur le plan émotionnel et au sens figuré, c'est ce qu'exige le don d'un être à l'autre dans l'étreinte, même quand tout se présente comme une union fortuite et sans suite. Ces traits, ce sérieux, cette concentration, sont des reflets de la signification la plus profonde de l'acte amoureux, du mystère qu'il renferme. Nous avons déjà parlé dans l'introduction de la difficulté de recueillir des témoignages sur les états vécus par l'homme et la femme dans les moments limites de l'étreinte. Difficulté due non seulement à une naturelle réticence à se confier, mais au fait que très souvent, le climax, l'acmé de l'orgasme, correspond à des conditions de conscience réduites, parfois carrément à des solutions de continuité, donc à des interruptions de la conscience. Cela est naturel. On ne peut rien attendre d'autre de cet état de partielle, mais brutale transcendance, chez des êtres pour qui être conscient veut dire avoir conscience de soi en tant qu'individu fini, empirique, conditionné. La conscience ordinaire sait aussi peu rester intacte dans le moment liminal de l'étreinte qu'elle ne peut franchir lucidement le seuil du sommeil rêveur par lequel se produit un changement d'état analogue, une analogue rupture de niveau. Entre les deux cas, il y a toutefois normalement la différence due à l'exaltation, à l'ivresse, au raptus propre à l'état érotique en général, au contraire absent dans le passage à l'état de sommeil auquel on s'abandonne généralement parce qu'on est pris de fatigue et disposé précisément à perdre conscience. Cette exaltation provoquée au début par le magnétisme sexuel pourrait servir de soutien, constituer une condition favorable à la continuité de la conscience et par conséquent à une éventuelle ouverture de celle-ci durant l'étreinte. Mais quand et dans quelle mesure cela se produit-il ? Voilà ce qu'il est difficile à établir. Pour une étude de l'extérieur, scientifique ou objective, sur des bases différentielles, la documentation est particulièrement insuffisante. À cela s'ajoute le fait qu'en toute rigueur, on ne devrait pas se limiter aux expériences des hommes et des femmes de notre race et de notre époque. D'autres peuples et d'autres époques pour lesquelles il est permis de supposer que les possibilités d'expérience intérieure n'étaient pas identiques à celles de l'humanité moderne européenne, devraient être prises en compte. Par ailleurs, le fait de produire directement des matériaux recueillis personnellement par l'auteur ne s'accorderait pas avec le caractère de cet ouvrage. Dans les aperçus qui suivront, nous ne négligerons pas ces matériaux, mais nous nous en servirons indirectement. Nous avons fait allusion à la possible valeur de documents que présente une certaine matière offerte par la littérature érotique. Chaque fois que cette matière nous paraîtra exprimer des contenus proches de ce que nous avons entendu dire directement par telle ou telle personne, chaque fois aussi qu'elle sera suffisamment crédible en fonction de considérations générales, c'est à elle que nous aurons recours. Dans les Upanishads, déjà il est question du raptus extatique, puisqu'il est dit que lorsque l'homme est embrassé par la femme, il ne sait plus rien du dehors ni du dedans. Une analogie est posée en quelque sorte entre cette expérience et celle qui se produit lorsque se manifeste l'atma, le soi transcendant. Ainsi l'esprit, quand il est embrassé par l'atma,
qui est la connaissance même, ne voit plus les choses extérieures ni les choses intérieures. Dans le Werther de Goethe, lorsque le héros du roman dit, ouvrez les guillemets, « Depuis lors, le soleil et la lune et les étoiles peuvent continuer tranquillement leur course, je ne sais pas s'il fait jour ou nuit, et tout l'univers disparaît devant moi. » Fermez les guillemets. On est ici dans le domaine de la littérature romantique. Mais il y a aussi quelque chose de plus parce que la direction indiquée du raptus est identique à celle qui se concrétise et se vérifie dans l'étreinte, selon le passage upanishadique que nous avons cité. Au début de l'orgasme sexuel, un changement d'état a lieu, qui renforce celui déjà tendanciellement intervenu avec l'état amoureux, et à la limite dans le spasme, un traumatisme se produit chez l'individu, une intervention subie et non assumée du pouvoir qui tue. Mais c'est quelque chose qui traverse l'être au lieu d'être saisi et assimilé. Au sujet des états qui se manifestent dans la composition la plus profonde de l'individu, il faut en règle générale faire une différence entre le cas de l'union effective d'un homme et d'une femme sur la base du magnétisme né de la polarité et le cas de ce qu'on pourrait appeler un usage concerté des corps en vue d'un but final auto-érotique, assez peu dissemblable de la masturbation, donc pour parvenir au simple spasme organique à travers une satisfaction individuelle, soit de l'homme, soit de la femme, soit des deux, sans une communion et une compénétration effective. Cette dernière situation est au fond celle qui se réalise lorsqu'on est tourné vers la seule recherche du plaisir, lorsque le principe de plaisir domine l'union, au point de lui conférer ce caractère extrinsèque dont nous avons parlé lorsque nous avons contesté que ce principe soit le mobile le plus profond de l'éros. Dans ce cas, l'amant est affecté d'une espèce d'impuissance. Il ne jouit que pour soi, ignorant la réalité de l'autre être, sans parvenir à ce contact avec la substance intime, subtile et psychique de l'autre, qui seul peut alimenter une intensité dissolvante et propitiatoire d'extase. Il est possible que l'emploi dans la Bible de l'expression « connaître une femme » au sens de la posséder renvoie à l'orientation opposée dans l'étreinte, tandis qu'il est intéressant de noter que dans le Kama Sutra, l'union avec une femme de caste inférieure, prolongée seulement jusqu'à ce que le plaisir de l'homme soit satisfait, est appelée la copulation des eunuques. Un autre témoignage nous est offert par une jeune femme qui avait l'impression, dans le spasme sexuel, d'être, pour ainsi dire, transportée dans une sphère supérieure, comme au début d'une narcose par chloroforme. Dans une description comme celle qui suit et qui est une de celles qui peuvent prendre la place de témoignages recueillis également par nous-mêmes, l'imagination ne joue qu'un rôle accessoire. Elle et lui n'étaient plus alors qu'une seule personne. Il n'était plus lui-même. Il était la moitié d'un corps nouveau. C'est pourquoi tout était si étrange, en haut, de plus en plus haut. Une lumière aveuglante brilla tout à coup, avec un bruit assourdissant qui n'était pas du tout un bruit. Il se trouvait dans un tourbillon de couleurs et de formes lancés dans l'éternité, puis il eut un choc soudain et ils tombèrent toujours plus bas. Il ferma les yeux avec effroi, ils allaient continuer à tomber pour toujours de plus en plus bas. Citation de Langlais. L'idée d'un bruit assourdissant privé de son figure de fait dans la phénoménologie de la conscience initiatique, tout comme souvent la sensation de la chute. Mais il faut souligner que cette sensation intervient fréquemment d'une façon qui provoque un sursaut instinctif lorsqu'on est sur le point de s'endormir, ainsi que dans l'une des étapes, rappelées par Baudelaire dans Les paradis artificiels, des expériences induites par le hashish. En ce qui concerne une convergence des contenus, nous pouvons apporter en outre le témoignage d'une personne grièvement atteinte par une explosion, expérience qui eût mené à une ouverture effective de la conscience si la mort était intervenue. Ouvrez les guillemets. L'explosion fut si proche que je ne l'aperçus même pas. Je dirais que je ne m'en rendis pas compte.
La conscience extérieure ordinaire fut complètement suspendue. Elle fut remplacée par la conscience très nette d'une chute de plus en plus bas, avec un mouvement accéléré mais sans durée. Je sentais qu'au terme de cette chute, qui ne me faisait pas peur, quelque chose de définitif se serait révélé. Au contraire, la chute s'interrompit à l'improviste. Au même moment, je revins à moi, me retrouvant par terre au milieu des débris, des arbres arrachés, etc. Fermez les guillemets. Il s'agit de sensations typiques qui accompagnent un changement d'état ou de niveau de la conscience. La sensation suivante s'accorde avec celle rapportée un peu plus haut, et l'on y trouve aussi, après la chute, une seconde phase intéressante en relation avec une initiative positive de la femme. Ouvrez les guillemets. Il eut l'impression de tomber avec elle de façon vertigineuse, comme dans un ascenseur dont les câbles d'acier se seraient rompus. Ils allaient s'écraser d'un instant à l'autre. Ils continuèrent en fait à s'enfoncer à l'infini, et lorsque les bras de la femme lui entourèrent le cou, ce ne fut plus une chute, mais une descente et une ascension simultanée au-delà de la conscience. Fermez les guillemets. Voici une autre citation à laquelle nous avons quelques raisons d'attribuer une valeur égale de témoignage. Ouvrez les guillemets. Il y avait 2 corps, puis il eut un seul corps. Un corps à l'intérieur de l'autre. Une vie à l'intérieur d'une autre vie. Il n'y avait qu'un besoin. Une recherche, une pénétration de plus en plus profonde à travers la chair, à travers la molle et ardente ténèbre qui se gonflait, illimitée, sans durée. Fermez les guillemets. Citation de Ramsay Ullman. Plusieurs cas évoquent, en rapport avec la pénétration de plus en plus profonde dans le sexe de la femme, avec l'immersion en lui, une sensation analogue d'union avec une substance sans limite, avec une obscure materia prima, qui fait que dans une sorte d'ivresse dissolvante, et chez certains avec une accélération paroxystique de l'orgasme, on arrive à la limite de l'inconscience. Le contenu d'expériences de ce genre, qui ne sont pas vraiment exceptionnelles, contenu susceptible d'être dégagé lorsqu'un langage adéquat décrit ces expériences et lorsque celles-ci sont dépouillées des phénomènes émotionnels plus superficiels, présente, nous le verrons, une correspondance chargée de sens avec les symboles élémentaires activés dans le régime magique et initiatique de l'étreinte. Cette autre citation peut elle aussi présenter quelque intérêt. Ouvrez les guillemets. Les battements de mon cœur se firent de plus en plus rapides. Puis une crise se produisit, qui me donna la sensation d'un étouffement voluptueux qui se transforma à la fin en une terrible convulsion durant laquelle je perdis l'usage de mes sens et eus l'impression de sombrer. Fermez les guillemets. Citation de Le Faner. Il s'agit d'une jeune femme. On lit chez Novalis que la femme est le suprême aliment visible qui forme le point de passage du corps à l'âme. Cet auteur fait remarquer que dans le développement de l'expérience érotique, 2 séries, suivant des directions opposées, finissent pourtant par converger. Si l'on part du regard, les propos échangés, l'union des bouches, l'embrassement, le contact et ainsi de suite jusqu'à l'étreinte, constituent les degrés d'une échelle par laquelle l'âme descend vers le corps. Mais simultanément, dit Novalis, il y a une autre échelle par laquelle le corps monte vers l'âme. Dans l'ensemble, on pourrait donc parler de l'expérience tendancielle d'une corporisation de l'esprit se produisant en même temps qu'une subtilisation du corps jusqu'à l'établissement d'une condition intermédiaire, ni spirituelle ni corporelle, à laquelle correspond spécifiquement, nous l'avons déjà vu, l'état d'ivresse érotique. Lorsque cela se vérifie, c'est le dépassement de la frontière entre âme et corps qui a lieu, dans une certaine mesure, à travers la femme, au profit d'un principe d'expansion intégratrice de la conscience dans les zones profondes habituellement fermées par le seuil de l'inconscient organique. Dans cette optique, l'expression « s'unir à la vie » pourrait acquérir une signification bien précise. En un autre endroit, le même Novalis parle effectivement de l'illumination vertigineuse comparable à celle de l'étreinte
où l'âme et le corps se touchent et qui est au principe d'une transformation profonde. Dans l'amour profane, des expériences de ce type à travers l'union physique avec la femme, rares et fugitives, n'en sont pas moins réelles et dotées d'une valeur signalétique. Choisissons chez un écrivain un extrait contenant des aperçus qui ont de nouveau une valeur signalétique positive. Ouvrez les guillemets. Quelque chose de mystérieux advint en lui, quelque chose qui ne lui était jamais arrivé. Tout son être en était pénétré, comme si l'on avait versé dans la moelle de ses os un baume mêlé à un vin très fort qui l'enivrait dans l'instant. Comme dans une ivresse, mais sans impureté. Cette sensation n'avait ni commencement ni fin. Elle était si puissante que le corps la suivait sans aucun rapport avec le cerveau. Ce n'étaient pas les corps qui étaient unis, mais la vie qui était une. Il avait perdu son individualité. Il était transporté dans un état dont il ne pouvait même pas saisir la durée. Aucun langage n'a été inventé pour exprimer ce moment suprême de l'existence, d'où l'on pourrait voir la vie nue et intelligible. Puis de nouveau, ils descendirent. Fermez les guillemets, citation de Liam O'Flaherty. L'idée selon laquelle la force libre du sexe dans l'étreinte, considérée sous un autre angle, peut agir de manière purificatrice, cathartique, appartient au dionysisme et à tous les courants apparentés à lui. Mais certains moments, qui interviennent parfois dans l'expérience même de l'amour profane, peuvent aussi la confirmer. On ne peut certes pas dire de Laurens qu'il était un initié. Pourtant, il ne fait pas seulement de la littérature ou de la théorie lorsqu'il met dans la bouche d'un de ses personnages les mots suivants. Ouvrez les guillemets. Je sentais avoir touché l'état le plus sauvage de sa nature. Combien mentent les poètes et tous les autres. Ils vous font croire qu'ils ont besoin du sentiment, alors que la chose dont ils ont le plus besoin, c'est cette sensualité aiguë, destructrice, effrayante. Même pour purifier et éclairer l'esprit, il faut la sensualité sans phrase, la sensualité pure et brûlante. Fermez les guillemets. Nous avons déjà noté que cet écrivain en règle générale s'arrête à une aberrante mystique de la chair, et les phrases que nous avons citées se rapportent à l'expérience bénéfique que peut représenter un usage du sexe sans frein ni inhibition pour un type sexuellement dévié, celui qui correspond à la grande majorité des femmes anglo-saxonnes modernes. Malgré cela, on a là aussi un témoignage sur ce que des expériences analogues peuvent offrir en matière de purification, de dépassement ou de neutralisation de tout ce qui, dans la vie de l'individu extérieur, social, peut faire objectivement barrage et empêcher le contact avec les strates les plus profondes de l'être. Même lorsque manque un véritable facteur de transfiguration et lorsqu'il convient de parler, comme fait précisément Laurens, de simple sensualité. Naturellement, dans des situations de ce genre, les aspects positifs sont fortuits et rares. Leur juste valeur n'est jamais reconnue par le sujet, si bien qu'ils ne sont pas susceptibles d'un quelconque développement ultérieur, d'une culture quelconque. Cela peut au contraire conduire à l'équivoque de Laurens, à savoir à une religion païenne de la chair. À ce sujet, Spengler a vu juste, lorsqu'il a dit que l'orgie dionysiaque a en commun avec l'ascèse d'être ennemie du corps, ainsi que Jules Romain qui a parlé de l'aveugle destruction de la chair au moyen de la chair. Lorsqu'on étudie certains témoignages directs fournis par des amants, on observe souvent des situations qui renvoient à ce que nous avons dit sur un cas d'hébéphrénie rapporté par Marot. Celui qui a cherché à prolonger le spasme sexuel au-delà d'une certaine limite, en insistant sur l'emploi de tel ou tel procédé excitant, parle de la sensation insupportable d'une force, comme un courant électrique, qui monte depuis les reins le long de la colonne vertébrale. Alors, chez la plupart des individus, l'expérience cesse d'être désirable. Elle semble présenter un caractère exclusivement physique et douloureux. On ne la supporte pas, on y met un terme. Dans de tels cas, il faut penser aux conséquences d'un comportement interne tel qu'il ne permet pas autre chose que des sensations physiques.
C'est comme si, à un moment donné, dans l'individu, un circuit exclusivement physique remplaçait le circuit psychique de l'ivresse sexuelle exaltée. D'où la dégradation du processus. Seules des sensations négatives parviennent à la porte de la conscience. Mais derrière cette phénoménologie, il n'est peut-être pas exagéré de supposer la présence de formes partielles, obligées, de réveil de la Kundalini, de la force basique, réveil auquel visent surtout les pratiques du yoga tantrique, mais qui peut aussi, répétons-le, se manifester fortuitement à l'occasion de l'union sexuelle. Et le frémissement, le feu rapide et dévorant plus prompt que l'éclair dont a parlé, se référant à ses expériences les plus intimes Jean-Jacques Rousseau, n'est pas sans relation avec des choses analogues vécues par plus d'une personne. Il faut en outre souligner que des contenus, pour ainsi dire évocateurs et propres à entraîner le réveil de la force basique, sont inséparables de certaines mœurs relevant de traditions non européennes. De la danse du ventre, d'inspiration érotique par exemple, surtout lorsque c'est la femme qui l'exécute. Il est vrai qu'on est déjà ici au-delà du domaine de l'éros purement profane, puisque cette danse, dont on ne se fait en Occident qu'une idée banale de café-concert, a eu un caractère sacré et traditionnel. Elle comprend 3 temps, marqués par la hauteur des mouvements des bras et par des expressions du visage, correspondant à 3 périodes de la vie de la femme. Le dernier temps renvoie à la fonction érotique de la femme, capable de réveiller dans l'étreinte la force basique. C'est dans ce dernier temps que figure le mouvement typique, rythmique, du ventre et du pubis. Il sera intéressant de rapporter le témoignage d'une personne, Guido de Giorgio, qui a assisté à une exécution de cette danse sous ses formes authentiques. Ouvrez les guillemets. J'ai assisté à une vraie danse du ventre, par une arabe, et avec des arabes accroupis qui donnaient le rythme. Moi seul européen. Inoubliable. Cette danse, naturellement sacrée, est un déroulement de la Kundalini avec une évasion d'en haut. Symboliquement, c'est une chose énorme, parce que c'est la femme qui danse, et parce qu'elle souffre beaucoup. La vraie danse, c'est très difficile. Comme lors d'un accouchement, puisque c'est un accouchement. Mais la chose la plus belle, la plus bouleversante, c'est que la femme s'accompagne en chantant. Des chants enivrants qui rythmaient l'évasion, le cycle de déroulement, la déification ascensionnelle, le passage d'anneau en anneau, du premier au dernier centre. Fermez les guillemets. Si les matériaux ethnologiques n'étaient pas recueillis par des gens incompétents qui travaillent dans le même esprit que ceux qui collectionnent des timbres, des témoignages de ce genre pourraient voir leur nombre grandir. Et alors, les civilisés, entre guillemets, auraient probablement quelques raisons d'avoir honte en constatant ce à quoi se réduisent en règle générale leurs amours. Dans le domaine positif, médical, sont attestés des cas de femmes qui, dans l'acmé de l'orgasme, s'évanouissent ou tombent dans des états semi-cataleptiques susceptibles de durer plusieurs heures. Des cas de ce genre furent déjà signalés par Mantegazza, tandis qu'ils sont présentés dans les traités d'érotique hindous comme normaux et constitutifs chez certains types féminins. Quelques conséquences fatales dues à des états de ce genre, semblables à celles qu'évoque Barbet d'Aurevilly dans sa nouvelle Le rideau cramoisi, ont même alimenté récemment la rubrique des faits divers. Il ne s'agit pas de phénomènes hystériques, expression générique qui n'explique rien, qui souvent même remplace un problème par un autre, mais de phénomènes parfaitement compréhensibles dans le cadre, adopté par nous, de la métaphysique du sexe. Cela étant, même lorsqu'il n'y a pas interruption de la conscience, certains états qui sont souvent accompagnés par le plaisir ou qui apparaissent comme des répercussions de l'acmé de l'orgasme sont en eux-mêmes assez significatifs. Ce sont des états que le passage suivant décrit de façon assez heureuse. Ouvrez les guillemets. Parfois, elle était prise entre ses bras d'une sorte de torpeur presque clairvoyante, où elle croyait devenir, comme par transfusion d'une autre vie, une créature diaphane, fluide, pénétrée d'un élément immatériel très pur. Fermez les guillemets. Citation d'Annunzio. Balzac avait déjà parlé d'une sensation analogue, mais dans un contexte littéraire plus idéalisant. Ouvrez les guillemets.
Lorsque, perdue dans l'infini de l'épuisement, l'âme détachée du corps voltigeait loin de la terre, je pensais que ces plaisirs étaient un moyen d'annuler la matière et de rendre l'esprit à son vol sublime. Fermez les guillemets. En réalité, une espèce de transe lucide, parallèle à un état d'écroulement physique, est assez fréquente chez les amants. C'est un possible effet diffus du changement d'état objectivement intervenu, donc même quand il n'a pas été perçu comme tel dans l'acmé de l'étreinte, une sorte de caisse de résonance de ce changement d'état. Habituellement, l'élément subtil, hyperphysique, de cet effet est cependant neutralisé tout de suite, soit parce qu'on revient à soi-même, soit parce qu'il est altéré par des sentiments de simple intimité humaine amoureuse.